la régie. Hop, et puis, merci aussi à Régis qui m'invite, ce soir pour, parler de Ross. Moi, il a vu que j'animais des formations sur ce sujet. Il s'est dit: «Ouh, tiens, ça va intéresser, les membres de Caliban». Je vois d'ailleurs qu'on est, quand même assez nombreux ce soir. Alors peut-être pas tous pour parler de Ross, mais en tout cas, il y en a quand même quelques-uns qui, semblent se poser des questions. J'espère pouvoir apporter en tout cas quelques points d'entrée, sur ce qu'est Ross, qu'on peut faire avec, et on va réfléchir aussi un petit peu de pourquoi on aurait besoin de ROS et dans quel cas on pourrait ne pas en avoir besoin. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec InMove, par exemple? Est-ce qu'on peut l'utiliser avec de l'Arduino? Voilà, je vais répondre à ces petites questions au fur et à mesure. Alors pour commencer, qu'est-ce que ROS? Alors si j'arrive à voir mon écran, ça serait super, parce que là je me retrouve avec la photo de Régis en plein milieu. Voilà, c'est mieux comme ça. De son nom complet, ROS, Robot Operating System, est aujourd'hui le framework le plus utilisé pour la création d'applications robotiques. Rien moins que cela. Alors, on parle beaucoup de système d'exploitation, parce qu'il y a le système d'exploitation qui est dedans, hein, Robot Operating System. Mais on parle plutôt de framework, parce qu'il y a aussi des règles, notamment un cadre de développement qui est à respecter pour pouvoir avoir des nœuds, parce qu'on parle de nœuds, je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard, pour pouvoir faire un beau robot qui communique avec tous ses composants. Alors, pour me présenter aussi un petit peu, hop, je enlève encore la photo de Régis. Heu, je suis, formateur, conférencier, chroniqueur, spécialiste des nouvelles technologies liées à la robotique et à l'intelligence artificielle. Je suis auteur de nombreux projets liés à l'intelligence artificielle et à la robotique, dont BipAI, une intelligence artificielle multiplateforme qui apprend à programmer par elle-même. Je vous fais la version courte. Je travaille depuis 15 ans sur de nombreux projets industriels R&D en tant qu'analyste programmeur, responsable de département informatique, consultant, formateur, conférencier, chroniqueur, animateur d'événements liés aux nouvelles technologies et notamment animateur de cet événement spécial ROS ce soir pour Caliban. Voilà, des questions? Non, non, non. Non, on continue. Alors, juste pour un petit retour en arrière, un petit retour aux sources, je vous présente le premier robot industriel pour pouvoir vous remettre un petit peu les dates, en tout cas sur l'avènement de la nécessité d'avoir un système d'exploitation pour les robots. Je vous présente Unimate, qui est le premier robot industriel et également le premier robot mobile autonome qui s'appelle ici Checky. Checky, en anglais, ça veut dire le tremblotant, parce qu'il tremblait de partout. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube des petites vidéos de ces deux robots, enfin surtout de Checky, qui est assez impressionnante déjà pour l'époque. On est en 1967. Et vous voyez qu'avec le temps, l'usage de ces robots s'est amplifié. Aujourd'hui, on a des robots industriels de service utilisés dans la domotique. On peut s'imaginer que finalement, une maison, c'est une forme de robot dans laquelle on vit. Des robots qui sont utilisés aussi sur le plan médical pour faire notamment des opérations. Vous avez des robots de loisirs. On parle aussi des drones, des petits véhicules que vous avez ici et là, que vous pouvez retrouver aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Vous avez des robots aussi qui servent pour la sécurité des biens et des personnes. On utilise aussi pour pas mal de choses, même pour lutter contre les cybercriminels. On utilise aussi, on parle de robotique aujourd'hui pour tout ce qui est Internet des objets, IoT, et également pour faire usage de tout ça dans un contexte un petit peu plus créatif, on peut utiliser la robotique dans le milieu artistique. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de robots dans l'industrie, et donc c'est là où une partie, en tout cas, du marché de Ross est utilisée, notamment les robots soudeurs, les robots piqueurs, convoyeurs, qui font tout ce qui est peinture, inspection, maintenance, sécurité, construction et démolition. Voilà, vous avez le marteau-piqueur d'un côté et vous avez l'utilisateur qui est quelques mètres plus loin, c'est quand même plus pratique. Vous avez tout ce qui est agriculture, agroalimentaire, et les exosquelettes et les robots de nettoyage. Je vous fais une version très, très rapide. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus, contrairement aux robots qu'on avait dans les années 60, de l'intelligence artificielle et des algorithmes sophistiqués qui demandent une certaine puissance de calcul, qui sont utilisés notamment dans les robots de service pour faire de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'images. Vous avez les robots industriels, notamment avec l'avènement des cobots, donc les robots avec lesquels vous travaillez, qui utilisent de l'IA et des algorithmes sophistiqués, notamment lorsqu'ils présentent à vous un plateau sur lequel vous avez des objets à saisir. Ben, le robot peut adapter la position du plateau, par exemple, pour saisir l'objet sans qu'il tombe. Vous avez tout ce qui est robots d'accueil maintenant qui parlent 80, 100 et N langages différents, les robots de loisirs, tout ce qui est architecture avec maintenant des robots qui sont capables d'imprimer des maisons, tout ce qui est voiture autonome.
Le médical, avec la détection maintenant, on est capable de faire un PET scan, c'est-à-dire qu'on est capable de numériser un corps entier, détecter immédiatement, quasi instantanément, je crois que le record, c'est entre 2 et 3 secondes, un problème, un os cassé, pouvoir identifier, donner le nom de l'os et cetera et limite donner la prescription médicale qui va avec derrière. Et en termes de drones, bah, pour les suivis, pour suivre une personne, pour détecter des anomalies, dans un champ, voir quelle est la partie, qui est, à irriguer le plus, ou le moins et cetera. On a des algorithmes qui permettent de faire des mouvements de drones, notamment des flottes de drones, aussi de façon autonome grâce, notamment à l'IA. Alors, on va parler du framework ROS, mais on va pas, il n'y a pas que ROS dans la vie. Par contre, c'est le plus utilisé. Alors, je vous en montre quelques-uns, notamment en termes robotiques. Vous avez ROS, Player, Carmen, Roca, Oroco, MyRobotLab. Et là, je vois tous les fans d'InMove qui se disent Youpi, on parle de MyRobotLab. Vous avez Yarp, Moss, RobotNav. Et en matière de Pas que robotique, InMove, hein, My Robot Lab. Hein. il y a que. Oui, j'ai vu des personnes qui l'avaient testé pour d'autres choses. Il n'y a pas ton Wally, par exemple, qui Ah fonctionne. bah, tous mes robots sont sur My Robot Lab. Ah, donc il n'y a pas Johnny que. 5, les Wally, Luxo, Spot, ils sont tous sur My Robot Lab. D'accord. Ah oui, oui, j'ai mal entendu. En fait, tu m'as dit: «Il y a pas que InMove», c'est ça? Ouais, il n'y a pas que Ah oui, InMove, ouais. j'ai entendu que tu me disais le contraire, pour ça Ah, que non, non, non. d'accord, OK, on est d'accord, on utilise MyRobotLab pour d'autres projets robotiques. Ouais. En termes de framework, on a besoin aussi d'autres outils pour faire, par exemple, de la détection d'objets dans une image. On a, TensorFlow, on a Keras, Scikit-learn, DeepLearn.js, bon maintenant qui a changé de nom, qui s'appelle TensorFlow.js, ConvNet.js, Apache et cetera. En termes de vision, YOLO dont j'ai parlé juste avant, OpenCV, OpenPose, reconnaissance vocale, on a encore d'autres frameworks et tout ce qui est, proposé par les GAFAMI, Google, Amazon proposent aussi leurs services en ligne, leurs propres frameworks, etc. Alors aujourd'hui, ROS propose, des robots aussi qui sont officiellement compatibles avec ROS. Vous avez Neo Paper PR2 qui est très, très, connu, très utilisé avec ROS. Vous avez Ushki, tous les Turtlebot, qui sont Turtlebot, 1, 2, 3 et cetera. Vous avez RobotNote 2. Alors ce qui est assez sympa, RobotNote, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le robot, de la NASA. Donc vous pouvez dire: «Ah, je travaille avec ROS». Qu'est-ce que c'est que ROS? Ben, c'est le système d'exploitation robotique utilisé par la NASA. Voilà, comme ça vous fait deux trois heureux, et cetera, et cetera. Puis j'ai rajouté, parce que je savais qu'il y avait des fans, que vous avez différents développeurs qui se sont amusés aussi à le rendre compatible avec les projets InMove. Et en général, ROS est prévu aussi pour pouvoir être compatible avec tout projet Arduino. Alors, pour pouvoir utiliser ROS, il y a quand même un petit prérequis, c'est au moins la compréhension d'un de ces langages, voire même les 2. C'est un plus. Alors, c'est même plus qu'un plus, c'est un C++, et le Python. Voilà, ça, c'est un passage obligé. Et une fois qu'on a compris qu'on avait besoin de ces 2 langages-là, on va se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'un robot et quelle est l'architecture robotique habituelle d'un robot? Ben, un robot, c'est pas un objet, en fait, c'est une composition de plein d'objets qui sont connectés entre eux avec des liens plus ou moins logiques. Enfin, logiques, on va espérer qu'ils soient tous logiques. On va avoir un moteur, on a des caméras, des capteurs, des algorithmes, tout ce qui est odométrie pour pouvoir mesurer son déplacement dans l'espace, etc., le nombre de tours de roue, des lidars, détecteurs de mouvement, etc. Et on voit que ça fait une constellation quand même assez désorganisée et qui peut devenir très, très complexe. Maintenant, imaginez que tous ces composants ne soient pas compatibles entre eux et qu'ils disposent tous d'un moyen de communiquer différent. Et donc, c'est à vous, en tant que développeur, de pouvoir adapter ces différents outils, ces différents capteurs, moteurs, etc., pour qu'ils puissent communiquer entre eux et pour pouvoir rendre tout ça compatible. Et si demain, vous décidez de changer finalement de lidar, d'algorithmes de cartographie, vous êtes peut-être obligé de tout reconstruire de zéro parce qu'il faut re-rendre de nouveau tout ça compatible. Et si vous voulez travailler avec une équipe qui utilise des robots qui ne sont pas compatibles avec ce que vous avez choisi, ben, votre robot ne fonctionnera plus. Heureusement est arrivé ROS. ROS, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ensemble de nœuds. Donc, on retrouve les composants qu'on a vus juste avant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Ben, c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. Ce sont des capteurs, des moteurs. Ça va être aussi des algorithmes qui vont traiter les données qui sont envoyées, par exemple, par un lidar pour pouvoir transformer tout ce qui a été capté par le lidar sous forme de carte pour pouvoir trouver le chemin le plus court d'un point A à un point B, etc., etc. Et ce qui est intéressant avec ROS, c'est que tout ça se connectent entre eux avec des moyens de communication qui sont normalisés.
et vous pouvez finalement permuter les nœuds, trouver, vous retrouvez en fait face à un robot que vous ne connaissez pas, et avec des outils qui sont disposés dans ROS, pouvoir comprendre comment il fonctionne et quels sont les messages qui sont échangés, qui sont standardisés, pour pouvoir permuter un peu comme des briques Lego et dire ah bah tiens non je veux utiliser tel lidar, ah bah tel autre, tel algorithme, et ceci assez facilement. De façon étendue, on peut travailler aussi avec une, deux, trois ou plusieurs machines connectées entre elles. Sur la version de ROS 1, vous avez l'obligation d'avoir un nœud maître qui est ici situé tout en haut, et sur la version de ROS 2, que j'ai affiché un petit peu après, excusez-moi, dans lequel vous avez tous les nœuds qui communiquent entre eux sans avoir besoin de nœud maître. Le nœud maître sert finalement d'annuaire téléphonique pour pouvoir retrouver ces petits nœuds dans le réseau. Alors aujourd'hui, où on en est dans les versions de ROS, on a ROS 1 et ROS 2. Alors là, vous avez ROS 1 qui aujourd'hui utilise la version noétique Ninjamis qui fonctionne sous Ubuntu et dont le support est assuré jusqu'en 2025. Donc ça laisse quelques années devant soi. Et là, vous allez me dire, oui, mais attendez, il y a Cédric qui m'a parlé de ROS 2. Alors, ROS 2 est encore plus ou moins en cours de développement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus rapide ou moins rapide que l'autre. Alors, l'intérêt, la grande différence qu'il y a entre ROS 1 et ROS 2, c'est notamment la disparition du maître, c'est des avancées au niveau de l'architecture qui permet d'un usage normalement plus poussé en termes de communication avec plusieurs robots. À l'origine, ROS était prévu pour piloter un seul robot. ROS 2 permet plus facilement de gérer une nuée de robots pour simplifier, pour des usages industriels, etc. Mais comme je l'ai dit, il est encore en cours de développement. Vous avez beaucoup de fonctionnalités de ROS 1 qui ne sont pas passées dans ROS 2. Donc aujourd'hui, en tout cas, si je devais vous conseiller une version ou l'autre, pour avoir un projet qui fonctionne directement, pour ne pas perdre du temps, vous avez besoin de mettre en production un projet, travaillez sur ROS 1. Par contre, si vous avez un petit peu plus de temps devant vous et qu'il vous manque quelques briques mais qui ne vous intéressent pas dans ROS 2, à ce moment-là, lancez-vous directement sur ROS 2. Mais ROS 1 reste quand même la dominante du marché aujourd'hui. Alors, comment on communique avec plusieurs nœuds? Ben voilà, vous avez différents, je n'entre pas dans les détails des moyens de communication, mais vous avez ici des services, les topics, les actions, les paramètres. Alors, on communique beaucoup par topic. Lorsque vous avez un capteur, un lidar par exemple, qui va récupérer un ensemble de points dans l'espace, ben, il va envoyer ces petits points qui seront disponibles à tous les autres nœuds. Et vous avez un autre nœud qui va dire, ah ben, moi, je suis intéressé par ces points-là dans l'espace et je veux pouvoir les traiter et puis retourner quelque chose d'autre. Alors, ça ne sera pas forcément un topic, mais ça peut être un service. Par exemple, vous pouvez avoir un nœud qui propose un service cartographique qui renvoie une carte, par exemple, de l'ensemble des points qu'on lui a envoyés juste avant. Et après, vous allez me dire, oui, les actions, c'est quoi? Bah, imaginons maintenant que vous avez un robot qui part d'un point d'origine et puis qui est en route jusqu'à sa destination. Ben voilà, les actions permettent de séquencer les messages et d'éviter d'avoir à communiquer tout le temps où est positionné le robot dans l'espace. Et enfin, vous avez un dernier moyen de communication qui s'appelle les paramètres, qui permet de donner quelques informations de paramétrage, notamment le nom de la carte, les coordonnées de départ du robot, des choses comme ça. Et quelques exemples de robots, en tout cas, vous pouvez trouver assez facilement sous ROS. Vous avez, et d'outils, pardon, vous pouvez le retrouver sous ROS. Vous avez Airviz. Airviz, qui fait partie du package de ROS, qui vous permet de voir en 3D un robot que vous avez édité ici. Donc là, vous avez un petit R2D2 où toutes les parties sont mobiles, paramétriques. Et vous pouvez aussi rajouter, alors Airviz n'est pas qu'un outil de visualisation de petits robots comme ça, mais permet vraiment de faire aussi de la cartographie, de pouvoir filtrer pas mal de choses. Et c'est l'outil passe-partout, la boîte à outils, on va dire 3D de ROS. Ensuite, si vous voulez faire des choses un petit peu plus sophistiquées en termes de simulation 3D, vous avez Gazebo qui permet de charger de la même façon des robots en 3D, mais en rajoutant toute la couche simulation, c'est-à-dire gérer la gravité, les frottements, les mouvements, les articulations des robots que si vous, par exemple, vous faites R2D2 qu'on a vu juste avant, vous le faites aller trop vite, ben, il va tomber dans le simulateur, ce qui vous permet de programmer votre robot, de le tester avant même de l'envoyer sur le terrain, voire même de faire des simulations qui peuvent servir une de vos intelligences artificielles que vous avez développées pour trouver le chemin le plus adapté du point A au point B en évitant des obstacles, en évitant qu'ils tombent, etc., etc.
Et vous avez aussi Stage, c'est un outil pareil cartographique qui est en 2D mais qui affiche de la fausse 3D. Donc là ici on part d'un certain point, on voit les petits traits que vous avez ici, c'est un lidar qui a été simulé dans l'environnement de Stage et qui permet de reconstruire si on veut avec Hervis par exemple et d'autres nœuds intermédiaires la carte au fur et à mesure qu'on va la parcourir. Enfin, on utilise aussi ROS pour faire ce qu'on appelle de la planification de mouvement sur des robots industriels. Donc là, ici, vous avez un Panda dans lequel vous avez la pince que vous pouvez disposer à un point de départ et puis la pince que vous disposez point de destination. Et il va trouver automatiquement le chemin le plus court qui va du point A en point B, mais en rajoutant aussi d'éventuels obstacles parce que le robot, la machine, peut avoir un outil, par exemple, dans sa pince, peut avoir un mur à éviter ou peut même avoir un deuxième robot à éviter lors de ces différents déplacements. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple, en tout cas à calculer. Vous avez des modules qui peuvent se rajouter à ROS pour pouvoir vous simplifier la vie et pour pouvoir récupérer tout ça dans un même écosystème. Et c'est ça qui est très, très important à comprendre, c'est que ce soit la position de chaque partie du robot dans l'espace, les ordres que vous pouvez lui envoyer, les coordonnées de la carte et tout ça sont partagés avec tous les composants du robot et vous pouvez les récupérer et les traiter très, très facilement, notamment avec les outils de débugage. C'est-à-dire que là, vous pouvez directement récupérer, alors sous forme graphique ici, mais aussi en ligne de commande, bien évidemment, les différentes informations que le robot envoie, donc les lidars, que ce soit aussi la position du robot dans l'espace, voilà, vous pouvez absolument tout récupérer ou même simuler des envois de messages avec les outils de débugage de ROS. Alors, on utilise aussi beaucoup ROS pour faire pour permettre à des robots de se déplacer de façon autonome dans j'allais dire des labyrinthes, pas forcément des labyrinthes, même son propre domicile est parfois un vrai labyrinthe pour un robot, pour faire du slam, notamment pour trouver l'emplacement du robot dans l'espace et pour pouvoir aussi utiliser d'autres outils quand même AMCL pour pouvoir de la même façon se repérer plus facilement dans l'espace. Donc tout ça, ce sont des outils qui sont normalisés dans ROS avec différentes options et lorsqu'on branche les différentes briques Lego entre elles, ben, c'est un petit peu magique. On arrive à avoir des robots qui fonctionnent assez bien, en tout cas en univers simulé. Et après, il n'y a plus qu'à Faucon. On peut transposer tout ce qu'on a fait dans l'univers simulé directement sur un vrai robot ROS, où on peut brancher directement un vrai robot avec l'environnement ROS. Voilà, j'ai fait au plus court. Je ne sais pas combien de temps on m'avait laissé. Je regarde si vous êtes tous connectés. Oui, yes, oh, j'ai été rapide là. J'ai boosté. Et voilà, je vous propose cette petite page aussi pour garder le contact. Vous avez un lien que j'ai mis déjà dans le chat partagé. Donc vous avez aussi le QR code qui est ici. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par le formulaire un petit message si vous voulez récupérer notamment la diapositive. Voilà, c'est Ross, je fais des conférences, des formations, des webinaires en présentiel et en distanciel. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Régis me disait, parler de choses virtuelles qui se faisaient avec des robots. Justement, depuis le confinement, ce qui est intéressant avec Ross, c'est qu'on peut faire des formations dans des environnements virtuels. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un robot industriel chez soi pour pouvoir comprendre comment il fonctionne. Et pour les démonstrations que je fais, notamment avec des cartes Arduino, avec des petits bras robotiques, j'ai un plateau sur lequel j'ai mis à disposition des caméras de surveillance qu'on peut contrôler à distance et sur un serveur et on peut programmer le serveur, programmer les différentes cartes, programmer les différents bras robotiques pour voir comment ce petit monde-là fonctionne. Ben voilà en tout cas pour ma petite présentation de ROS qui a été très très rapide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez récupérer la petite présentation, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Et a priori, on est enregistré, donc il y aura certainement un replay de cette petite intervention.